Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour bien terminer cette journée de célébration du travail. Bienvenue donc sur le grand rendez-vous qui reçoit pour vous aujourd'hui un sociologue, un médecin de travail, un juriste et un sapologue. Lui, il est fan des anciens styles vestimentaires, c'est un jeune. Et il sera bien sûr sur beauté au pluriel. Voilà donc les sujets annoncés. Vous allez découvrir les invités dans un instant. Suivons tout d'abord la météo. Voilà donc la météo, le temps qu'il fera bien évidemment chez vous demain matin à 7h00. Fini donc pour la météo et là, pour le compte de ce soir, mesdames et messieurs, je le disais, je vous remercie encore une fois de célébrer le travail sur le grand rendez-vous avec nous. Le travail, oui, mais la santé avant tout. Nous recevons un médecin de travail pour nous dire comment est-ce qu'il faut donc garder son personnel en bonne santé, en pleine forme. Et bien sûr cela pour optimiser les résultats dans votre entreprise. Des travailleurs qui, pour le moment, je dirais depuis quelques mois, travaillent avec la peur au ventre, ceci à cause de la nouvelle loi sur l'embauche. Paraît-il que cela avantage c'est beaucoup plus les employeurs. Un juriste nous éclaire tout à l'heure sur le sujet. Ce sera bien évidemment sur ce grand rendez-vous. Autant savoir, nous sort du travail pour la maison. Il faut dire que les deux doivent être bien évidemment équilibrés. Précisément, nous parlerons, mesdames et messieurs, de la dot. On se pose la question de savoir si la dot, bien évidemment, vaut en fait le mariage civil. On va répondre à la question dans un instant et en profiter également pour vous présenter donc la signification et les symboliques de la dot. Il sera question également sur beauté au pluriel, de parler bien sûr des anciens styles vestimentaires qui refont tout simplement surface. Et je vous informe que ce sont les jeunes qui s'y plaisent carrément. On va recevoir tout à l'heure un jeune sapologue fan des anciens styles vestimentaires. Le grand rendez-vous, c'est également le journal à 19h45. Estelle Pazou est en place pour nous présenter cette édition. Pour le moment, c'est les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioum. On se retrouve tout à l'heure à 19h45. Mais avant, dites-nous, quel est le menu principal de ce 19h45 ? Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les travailleurs ont des droits, mais aussi des devoirs. Mais qui peut-on appeler travailleurs et quels sont leurs droits et devoirs? Réponse à 19h45. On s'intéresse également aux travailleurs qui risquent de disparaître ou qui vont bien être obligés de changer de profession tout simplement parce que leur métier actuel est en voie de disparition. Et puis, le RAVIP a pris fin hier. Ils étaient encore plusieurs dans les rangs à vouloir se faire enrôler, mais hélas, ils n'ont pas pu. Voilà, Assioum, les grandes articulations du journal de ce soir.
Mais alors, et qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur, avec, c'est pas la lampe au front, qui s'avait essayé? C'est justement un métier qui est en voie de disparition. C'est un nettoyeur d'oreilles. Un nettoyeur d'oreilles. Ouais. Alors là, c'est du travail vraiment. En voie de disparition, est-ce que les oreilles sont plus sales de nos jours? On verra tout ça. Regardez. Et puis l'autre, il était tout content. Et puis vous sentez qu'il éprouvait du plaisir, quoi, à se faire curer. Oh là là, là, super. On verra ça tout à l'heure, Estelle Pazou, à 19h45 pour les détails de ce titre annoncé. À 19h45. Merci beaucoup. Allez, on continue bien sûr le grand rendez-vous. On va se retrouver bien sûr avec le médecin de travail, c'est nature et bien-être. Bienvenue sur Nature et Bien-être. Aujourd'hui, 1er mai, fête du travail, et nous allons vous offrir des astuces pour garder votre personnel en bonne santé, en pleine forme. Oui, puisque sans la santé, vous ne pouvez pas obtenir de très bons résultats, obtenir l'efficacité de votre personnel. Mais comment réussir cela? On va y répondre tout à l'heure avec un médecin de travail. Regardez d'abord le reportage. Les maladies mentales sont aujourd'hui au 2e rang des causes mondiales de handicap selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ici 2020, dans 3 années donc, elles pourraient occuper le 1er rang. Nous sommes au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou-Jacó, le plus grand centre du Bénin, à la découverte de ses occupants. Quand les patients viennent, c'est nous qui les recevons les premiers. Si les patients qui viennent ici, qui sont agressifs, qui nous agressent, ils sont toujours brutaux, que c'est difficilement qu'on les maîtrise. Ici, le personnel a toujours du travail à faire. Quand vous prenez les médicaments qui vous sont prescrits, vous dormez bien? Je dors. Vous dormez très bien. D'accord. Quand vous faites l'injection là, qui est mensuelle, vous n'avez pas d'autres effets qui vous embêtent, ça va? Je ne vais pas parler par exemple des tremblements de mer et de ceci, ça va? D'accord. Il y a des patients qui sont régulièrement hospitalisés, accompagnés de leurs parents. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est ces patients que nous rencontrons dans les rues, que les forces de sécurité publique donc, réfèrent au centre. Donc, le patient qui sort d'ici, il n'arrête pas les soins, il faut qu'il continue ce que nous appelons les soins post-cure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 75% de ces malades mentaux vivent dans les pays à faible revenu. Au Bénin, c'est le centre psychiatrique de Cotonou-Jacó qui reçoit la grosse part. En moyenne, nous sommes à une quarantaine de patients qu'on reçoit tous les jours. En moyenne. Les hospitalisés, ils avoisinent 150. L'âge le plus avancé, je crois que ça doit être autour de 76. 88, quand je suis devant moi ici, c'est 88. 88 ans. Oui, 88 ans. Les risques rencontrés par le personnel soignant sont légion, mais face au mal, la passion règne. Ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique, ça peut être que le patient pense que vous êtes de connivence avec ses parents. C'est ça qui fait la particularité de la maladie mentale et la difficulté de la prise en charge. Comme dans tous les centres psychiatriques du Bénin, au centre de Cotonou-Jacó, les frais thérapeutiques et de suivi du malade ne sont pas subventionnés. Toutes les charges pèsent donc sur les proches du malade. Conséquence, à Cotonou, métropole du Bénin, on rencontre encore des malades mentaux errants ou enchaînés à l'arrière-cour par leurs parents. Merci à vous, Rose Danodé, pour ce reportage sur le burn-out, l'excès de stress au travail. Alors, je reçois bien évidemment sur ce plateau M. Biokou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur médecin de travail. Vous avez suivi le reportage tout à l'heure qui, bien évidemment, parle d'excès de travail, en tout cas des maladies mentales en réalité. Et ça arrive aussi souvent dans le milieu du travail. Alors, on se pose la question de savoir, en cas d'extrait de stress, faut-il un psychiatre ou un médecin de travail?
Bonjour, chers journalistes. Oui. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la psychologie, d'accord, des travailleurs. Je suis Dr Biokou Gemaël. Oui. Je suis aspirant. Je rectifie votre titre tout à l'heure. Je rectifie. Je suis aspirant à la médecine du travail. À la médecine du travail. Voilà. Okay. Je suis médecin généraliste exerçant au centre de diagnostic et d'urgence, Padre Pio. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons dire au niveau du stress lié, de l'excès de stress lié chez les travailleurs? En réalité, c'est ce qu'on appelle le burn-out, d'accord, qui est un terme anglo-saxon qui signifie syndrome d'épuisement professionnel. D'accord. Le syndrome d'épuisement professionnel. Le syndrome d'épuisement professionnel. Oui. D'accord. En termes clairs, c'est la maladie des travailleurs excellents, des travailleurs, de ceux qui se tuent pour le travail. C'est la maladie des premiers de la classe, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps trempés dans l'exercice, dans la révision, en perpétuelle recherche. D'accord. C'est la maladie de ceux qui n'ont aucun repos, d'accord, dans l'obligation de leurs résultats. De leurs résultats. Voilà. Donc, c'est la tension continue d'atteindre son objectif, d'atteindre ses résultats qui entraîne vers l'excès de stress. L'excès de stress, et ça dit que travailler trop aussi, ce n'est pas bon? Oui, travailler trop. Mais on nous demande de beaucoup travailler. Oui, il faut beaucoup travailler, mais tout en prenant des pauses. D'accord? C'est recommandé de prendre des pauses de 5 minutes toutes les 90 minutes. D'accord? Et à midi, il faut faire une pause de 60 minutes au moins. Des pauses de 15 minutes. Hein. De 5 minutes, toutes les 90 minutes. Donc, vous travaillez pendant 15 minutes, pas pendant 90 minutes. Pendant 90 minutes de travail effectif. Oui. D'accord. Vous vous reposez 5 minutes. C'est-à-dire, vous pouvez vous lever de votre siège, aller dans l'autre cabine, d'accord, discuter avec votre collègue et revenir à vous asseoir. Ça vous permet de vous déstresser. Ça vous permet de vous revigorer. Voilà, okay. Oui. Donc, et à midi, il faut prendre systématiquement une pause de 60 minutes. 60 minutes. Au moins. Mais alors, ce qu'on constate par rapport aux heures de travail, c'est que vous venez à 8 heures, c'est à midi qu'il y a la pause. On peut vous dire, mais écoutez, ce n'est pas encore la pause, hein, et vous continuez. Oui, quand on dit pause, ce n'est pas une pause café. D'accord, vous êtes au boulot de 8 heures à midi. D'accord, vous avez fait 1 heure de travail concentré sur vos activités, vos tâches. Oui. Vous pouvez prendre votre téléphone, vous appelez un de vos amis, un proche, vous discutez au téléphone, ça vous permet d'oublier un tant soit peu ce qui est dit dans l'exécution des tâches. Voilà, ça vous soulage. D'accord. Alors, pour un employeur, est-ce que lui-même, déjà, en établissant le plan de travail pour son personnel, ne peut pas déjà intégrer ces techniques-là sans le dire déjà pour que les employés eux-mêmes, en travaillant, c'est-à-dire que le système, le plan de travail, la définition des heures permettent à ce qu'il y ait quand même ces petites pauses-là. Oui, ça c'est un peu difficile parce que chaque organisme va s'adapter en fonction des tâches qui lui seront confiées. D'accord. Ça serait difficile que l'employeur mette dans ces genres d'intervalles dans l'exécution de leurs tâches. C'est soi-même. En fait, tu connais ton organisme, tu écoutes ton corps. C'est de là, tu dis, bon, toutes les 90 minutes, je prends une pause. Tu peux même l'enregistrer sur ton téléphone, histoire de te relancer à chaque fois. D'accord? Mais dès que tu le fais, c'est que tu connais ton corps, et pour écouter ton corps, il faut pouvoir réagir. Il faut pouvoir réagir. Mais pourquoi est-ce qu'il faut marquer les 5 minutes? Ça fait quoi en réalité, les courtes pauses-là? Vous savez, l'excès de travail, ça peut vous empêcher d'atteindre votre objectif. Certes, vous voyez, même quand tu es étudiant, quand tu travailles plus de 2 heures, tu fais 3 heures, 4 heures, c'est que tu n'apprends plus rien. En réalité, si tu veux vraiment faire du bûching... Est-ce que ça dit que c'est le cerveau qui demande? Le cerveau qui demande, qui est fatigué. Parce qu'on appelle, tu sais, l'excès de travail va entraîner ce qu'on appelle une fatigue. Mais une fatigue qui ne se ressent pas sur le corps. D'accord? C'est une fatigue qui est mentale, qui est nerveuse, parce que tout ce que nous faisons est commandé par le cerveau. D'accord? Et une fois que le cerveau est fatigué, convenez avec moi que vous ne serez plus efficace dans l'exercice de vos fonctions. C'est pour ça qu'il faut donner une pause de 5 minutes. Les 5 minutes passent vraiment inaperçues. Hein. Moi, par exemple, quand je suis en consultation, je prends, disons, 1, 2, 3 malades. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, je me sens déjà un peu fatigué. 1, 2, 3, jusqu'à 5.
parce qu'il faut parler de façon différente. 5 fois, il faut parler des choses, des pathologies différentes. 5 fois, il faut parler avec des personnes différentes au moins 5 fois. 5 fois. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, je vais dans la salle de soins, par exemple. Je dis, bon, vous êtes là, vous faites quoi là? Quelle injection vous faites ici? Ça me permet de me relancer et prendre le reste des patients qui sont sur le banc. Le banc. Oui. Oh. Ou bien, pratiquement, je peux appeler, voilà, un ami, un proche. Tu vas bien? C'est juste pour avoir de tes nouvelles. S'il a une information à m'apporter, il m'apporte l'information et ça me permet de me relancer encore pour la poursuite de mes tâches. De vos tâches. Alors, on prend par exemple le cas de quelqu'un qui a un guichet où il y a vraiment un long rang qui l'attend, il est en train de travailler et les gens viennent par exemple pour payer leur facture. Est-ce qu'il faut les laisser à un moment donné pour dire... Oui, ça va beaucoup crier. Ça va beaucoup crier, mais ça je vous dis... Il faut trouver la technique. Il faut trouver la technique parce que sans l'écoute de ton corps, je te jure, je vous jure, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier, vos regards sont captés sur l'écran et sur le clavier. À un moment donné, vous avez une fatigue visuelle. D'accord? Vous avez une fatigue visuelle. La posture dans laquelle vous êtes depuis 8 heures jusqu'à 10 heures, 11 heures, c'est une posture qui va vous fatiguer. Sincèrement, levez-vous sans gêne. 5 minutes, ça ne va pas altérer le processus en cours. En cours? Oui. OK. Alors, je le disais tout à l'heure, en cas de burn-out, au cas où vraiment il y a eu excès de fatigue, la personne n'a pas eu le temps de prendre ce genre de précautions, est-ce qu'il faut un psychiatre ou un médecin de travail pour pouvoir l'aider à revenir en lui? Oui, tantôt je disais que c'est un épuisement professionnel. D'accord? Et dès que la fatigue mentale s'installe, ça va vous amener à avoir des irritabilités. Mais qui peut le traiter, en fait? J'en viens. Okay. D'accord? Vous serez démotivé. D'accord? Vous n'aurez plus l'effort, l'énergie nécessaire pour continuer le travail. D'accord? Vous pouvez même avoir des troubles de sommeil. Et dès que vous ressentez ces signes, c'est-à-dire, c'est là que je dis, il faut écouter son corps. Et dès que vous êtes attentif à votre corps, vous allez faire recours en premier lieu à votre médecin généraliste. D'accord? Ou vous allez dans un centre périphérique, vous rencontrez un médecin généraliste, vous posez votre problème. D'accord? Ou, mieux encore, vous pouvez, si vous avez un médecin du travail dans l'entreprise, vous allez vers votre médecin du travail. Voilà, cher médecin, je pose voilà ma situation. Qu'en pensez-vous? Il va vous donner des conseils qu'il faut allant dans le sens. Et lorsque lui, il verra que ses compétences sont inférieures aux problèmes que pose son malade, il l'envoie directement vers le psychologue ou le psychiatre. Le médecin psychiatre. Voilà. Donc, il faut le médecin du travail d'abord, ou le médecin généraliste. Il y a d'autres entreprises qui n'en possèdent pas. Qui n'en possèdent pas. D'accord? Mais il y a d'autres industries, par exemple, qui ont pris la disposition d'avoir un médecin de travail en leur sein. En leur sein. Oui. Dès que le problème se pose, je vais vers mon médecin de travail. Je n'ai plus besoin d'aller vers le médecin généraliste qui est dans un centre périphérique, à l'externe de l'industrie. D'accord? Je vais le voir, je lui pose mon problème, et il réagit, il peut me soulager en temps réel, me dit oui, va faire du footing, me donner des conseils allant dans ce sens. Oui. Et voilà. Et voilà. Ah ben, est-ce à dire que chaque entreprise doit avoir normalement un médecin de travail? Oui, toute entreprise doit avoir un médecin du travail. Parce que le médecin du travail n'est pas là seulement pour faire les consultations. Le médecin du travail, il est là pour surveiller le milieu du travail. D'accord? En dehors du milieu du travail, il surveille la santé des travailleurs. La santé des travailleurs. D'accord? Et non seulement ça, il assure la formation, les informations et les conseils tant à l'employeur, tant qu'à l'employé. Vous voyez? Donc, il sert à adapter le travail aux travailleurs. Aux travailleurs. Oui. Alors, pour quelqu'un qui a burn-out, vraiment, et cette fatigue, est-ce qu'il peut... On peut le traiter, il peut en guérir? Bien sûr, on peut traiter le burn-out, mais il n'y a pas de traitement spécifique dont je peux vous parler par rapport au burn-out. D'accord? Le traitement principal est centré autour de l'écoute. D'accord? C'est l'écoute. Lorsque vous avez un souci et vous ne le partagez pas, lorsque vous avez un problème
un conflit relationnel entre votre collaborateur et vous, lorsque tout ce que vous faites, le chef d'entreprise considère ça toujours comme un travail bâclé, à un moment donné, ça vous tape sur le tympan. Okay. Vous vous dites, mais merde, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Tout ce que je fais, ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire recours à un médecin. Et lorsqu'il va t'écouter, il va identifier les signaux précurseurs du burn-out. Et s'il ne peut pas arriver à gérer, il vous envoie directement vers un psychiatre. La preuve, j'étais avec une patiente la dernière fois qui est à l'Institut géographique national, qui avait un problème avec son patron. Une patronne, je crois bien, son chef hiérarchique. Elle avait son stress familial à la maison. Elle était venue, elle avait des troubles digestifs, elle avait une tachycardie, c'est-à-dire le rythme cardiaque venait à augmenter fréquemment. Elle avait des insomnies, elle était mal dans son corps. On a fait tous les bilans, il n'y avait rien. Il n'y avait rien? Rien. Tiens, j'ai essayé de fouiller, j'ai cherché plus loin, je suis allé dans sa famille. Elle m'a relaté les faits. Je suis allé plus loin dans son boulot. Elle m'a relaté les faits. J'ai dit, bon, voilà le problème. Vous n'avez rien. C'est parce que vous êtes entretenu avec qui par rapport à ça? Elle dit personne. Je ne sais pas, je n'ai confiance à personne, je ne sais pas à qui en parler. Ce n'est pas à vous. Je dis voilà. Donc, du moment où je l'ai écouté, j'ai décelé les signes précurseurs du burn-out. Je me suis dit, ah, cette dame-là... Vous avez fait le diagnostic? J'ai fait le diagnostic. J'ai dit, cette dame-là, elle fait un burn-out, elle est épuisée. D'accord? Elle est épuisée. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Je lui ai donné des conseils. Je lui ai demandé d'aller à la natation parce qu'elle aimait nager. Oui. Elle dit, fais-le, fais-le, et fais-le. Va voir tes proches, discute avec eux. Et je lui ai donné un repos d'1 semaine. OK. Ouais, je lui ai donné un repos d'une semaine. D'une semaine. Et elle est revenue. Elle a commencé par ce repos. Laissez-moi vous dire qu'elle a... Et dès que... les 1 semaine, en réalité, je lui ai donné 3 jours. Et je l'ai envoyé vers un titulaire psychiatre. D'accord? Un médecin avec qui je travaille très souvent. Donc, je l'ai envoyé directement. Et dès qu'elle est arrivée, le médecin a continué, le travail a commencé. Okay. Et c'est là, elle a bénéficié d'1 semaine, elle est rentrée. Et je vous dis, les fois qui ont suivi, elle m'a appelé, il y avait une collègue qui était dans la situation, tu sais que je l'ai envoyée vers le psychiatre, moi qui te disais que je n'étais pas fou. Elle me disait, mais je ne suis pas fou, pourquoi tu m'envoies vers le psychiatre? Je lui ai dit, non, ce n'est pas que les fous qui vont chez le psychiatre. Quand tu es épuisé, mais il faut voir le psychiatre. Il a des techniques psychothérapeutiques qu'il utilise pour pouvoir ramener la personne. Tout à la normale. À la normale. Donc ce n'est pas que les fous qui vont chez le psychiatre. Qui vont chez le psychiatre. Oui. Oui. Donc elle a même proposé, elle en a confié à d'autres. À d'autres personnes qui se retrouvent. Parce qu'elle était vraiment soulagée. Soulagée. Oui. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ahmed Biokou, d'être venu, de vous être rendu disponible pour les téléspectateurs de BBP24. Je sais qu'il y a beaucoup de travailleurs qui nous suivent et qui, certainement, vont se mettre, bien sûr, sur ce chemin-là et comprendre tout simplement qu'il n'y a pas que les personnes qui sont... ceux qu'on appelle les fous, qui ont le droit, qui doivent aller voir, faire consulter par un psychiatre. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et ces informations que vous nous avez données. Oui. À très bientôt. Je vous remercie. Allez, merci à vous aussi. La suite du grand rendez-vous. Non, vous restez avec nous pour qu'on continue, bien évidemment, avec la prochaine rubrique. Oui, on va se retrouver dans un instant avec l'expert. Avec lui, nous parlerons bien sûr de la nouvelle loi sur l'embauche au Bénin. Alors, nous sommes bien évidemment avec l'expert et la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de la résiliation de contrats de travail en République du Bénin. Crée la psychose au sein des travailleurs, c'est vrai, mais que faut-il comprendre de cette nouvelle donne? Je reçois le Dr Charles Ibikounlé, enseignant à la faculté de droit et sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Mais alors, selon vous, qu'est-ce qui fait peur aux employés dans cette nouvelle loi sur l'embauche au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais profiter de votre plateau pour souhaiter une bonne fête
à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs du Bénin, de l'Afrique et du monde entier. Et pour revenir à votre question, je ne sais pas ce qui fait peur aux travailleurs. Donc il n'y a pas raison d'avoir peur. Je crois qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai que si on part du postulat que le droit du travail, c'est le droit qui par essence vise à protéger le salarié, qui est considéré comme la partie faible de la relation contractuelle. Voilà. Donc si on part de ce postulat, il y a matière, il y a raison d'avoir peur, parce qu'on pense que la nouvelle loi fait la part trop belle à l'employeur. Mais ce n'est pas le cas. Je crois que c'est une lecture trop passionnée qui amène les salariés à penser que la loi ne les protège pas. C'est une loi. Donc selon vous, il y a équilibre? C'est une loi équilibrée? Il ne peut pas avoir d'équilibre dans la relation de travail. C'est vrai que l'essence même du droit du travail, c'est de chercher à rattraper, comme je l'ai dit, le déséquilibre originel qui était déjà créé. Le droit du travail, c'est un droit où le salarié travaille sous la subordination de son employeur. Il ne peut pas avoir égalité. On ne peut pas demander à ce que le salarié, dans les droits, soit au même niveau que l'employeur. Économiquement, l'employeur est fort et juridiquement également, la loi met le salarié sous. Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord, comme je le dis, en tant que partie faible de la relation contractuelle, il est normal que le travailleur soit protégé pour que le rapport de force ne soit pas trop disproportionné. Oui, alors est-ce que dans ce cas précis, le travailleur est protégé? La partie faible est-elle protégée? Ça dépend de là où on se place. Non, mais... Ça dépend de là où on se place. Oui. Moi, je ne suis pas venu défendre le salarié. Je suis venu apporter des observations en tant que spécialiste, en tant que spécialiste du domaine. Alors, et ce que je vais vous dire, il n'y a jamais de mauvaise loi, il n'y a jamais de bonne loi. D'accord? Il faut savoir qu'une loi, c'est toujours l'émanation d'un choix politique qu'on fait. Ce que les salariés doivent se mettre en tête, c'est que sans l'entreprise, le salarié n'existe pas. On ne peut pas faire de la protection à outrance pour le salarié jusqu'à mettre en faillite, par exemple, l'entreprise. Sans l'entreprise, le salarié n'existe pas. Lorsque nous prenons, par exemple, l'article qui dispose par rapport au plafonnement, je sais qu'il y a cet aspect-là qui gêne un peu les salariés. Le plafonnement du quantum des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Le grief, le reproche qui était fait par les employés, ce n'est pas faux, qui était fait aux employeurs par rapport à l'ancienne loi, c'est que du fait de l'imprévisibilité de l'indemnité, puisque l'indemnité, la fixation était laissée à la discrétion du juge. Mais désormais, c'est limité. D'accord? L'indemnité de réparation, de dommages et intérêts, c'est entre 3 mois et 9 mois. Oui. Voilà, donc je disais, avant, ce n'était pas encadré. Et là, c'était laissé à l'appréciation du juge, qui pouvait fixer une indemnité exorbitante et parfois pouvant mettre les petites entreprises en difficulté et les obliger à mettre la clé sous le paillasson. À quoi ça sert de vouloir donner des indemnités faramineuses aux salariés pour ruiner l'entreprise? Est-ce que vous voyez, ils pensent que ça ne les protège pas, mais quelque part ça les protège. Sans l'entreprise, le salarié n'existe pas. Il serait salarié de qui si l'entreprise n'existe pas? Je crois que la loi évolue selon le temps. Le droit du travail est un droit progressiste. C'est un droit progressiste. C'est un droit social, c'est un droit progressiste qui évolue, qui s'adapte à la réalité du temps. Oui, vous imaginez quelqu'un qui travaille pour une entreprise pendant 10 ans ou 15 ans environ, et qu'un jour, peut-être défaillance sanitaire et tout le reste, on dit, bon, écoutez, on va arrêter le travail et puis on vous donne juste 9 mois de travail. C'est ce que je disais à l'entame de l'émission, c'est une lecture très passionnée de la loi 2017. Vous voyez, les gens ont tout fait de confondre les réparations, le montant des dommages et intérêts avec les indemnités de licenciement. Ce n'est pas la même chose. Si vous voulez, oui, je peux vous donner lecture vous voyez, on dit le montant de la réparation est fixé compte tenu de tous les éléments. Voilà. On dit toutefois, le montant de la réparation ne peut être inférieur à 3 mois. Voilà. Oui. D'accord. Et on dit, cette réparation ne se confond ni avec l'indemnité pour non-observation du préavis, ni avec les indemnités de licenciement. Les gens pensent que quand on donne 9 mois, déjà, ça, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour les dommages et intérêts. Vous voyez? C'est pour les dommages et intérêts. Oui. C'est pour les dommages et intérêts. 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 C'est pour les dommages et intérê
Donc, en dehors de ça, vous avez encore les indemnités de licenciement et vous avez encore les indemnités de rupture abusive du contrat. Donc, il faut faire la part des choses. Alors, et qui fixe alors l'indemnité de rupture abusive? L'indemnité est calculée selon le salaire. C'est l'indemnité qu'on calcule selon le salaire. Oui. OK. C'est l'indemnité qui est calculée selon votre ancienneté et selon le salaire que vous gagnez. Et non les dommages d'intérêt, non. Les dommages d'intérêt ont été toujours fixés par le juge. Et ici, maintenant, on a limité le juge. Donc, ça ne se confond pas, non. C'est ce que je dis. Les gens font une lecture. C'est normal. Chacun veut tirer le drap de son côté. De son côté. Alors, l'un des principaux problèmes, en tout cas ce qui crée vraiment la psychose, ce qui fait peur aux travailleurs, c'est le fait que cette loi dispose du contrat à durée indéterminée, renouvelable indéfiniment. Oui. Il se demande, mais le CDI n'a plus sa raison d'être, en quelque sorte. Le CDI a sa raison d'être. Il est dit que désormais, que le contrat de travail à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment. Toutefois, d'accord, à partir du quatrième thème, la partie qui ne veut plus continuer, qui prend l'initiative du non-renouvellement, doit donner un préavis à l'autre. Il ne faut pas comprendre que c'est vrai que nous sommes dans un contexte de pénurie d'emploi, d'accord, où quand le salarié trouve un travail, il s'y accroche, il ne veut pas partir. Mais il peut arriver que ce soit le salarié qui veuille démissionner, qui veuille abandonner parce qu'il a trouvé mieux. Ça serait la même chose, c'est comme ça. Ce n'est pas forcément de l'employeur vers le salarié. C'est vrai que c'est le cas qui arrive le plus souvent, mais ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez, par le passé, dans le Code du travail, la loi de 98, c'est que le contrat de travail était renouvelable une seule fois. Oui. Au-delà de ce renouvellement, le contrat de travail à durée déterminée se transformait en un contrat à durée indéterminée. Ce qui fait que les employeurs étaient réticents à aller au-delà parce qu'ils savent qu'après un deuxième, ça va devenir un contrat à durée indéterminée. Voilà qu'eux ne veulent pas faire un contrat à durée indéterminée. Ils sont obligés de se séparer de ce salarié-là. Donc je crois que cette loi-là même les protège même. On peut être en train de renouveler, mais au moment où vous ne voulez plus, à partir du quatrième thème, si vous ne voulez plus renouveler, alors il faut donner un préavis et la partie qui ne respecte pas ce préavis doit payer l'indemnité de préavis conformément à ce qui est dans le code. Mais si vous avez même un contrat à durée indéterminée, vous pouvez décider de partir. C'est pratiquement la même chose. Oui, mais seulement qu'il y a des conditions à remplir. Il y a des critères à remplir avant de partir. C'est plus facile dans un contrat à durée déterminée de partir que dans un contrat à durée indéterminée. Et c'est ça, c'est pourquoi les salariés ont souvent, les employeurs plutôt, ont souvent peur de garder parce qu'on se dit, au moins de me séparer, ce serait difficile. Il y a des conditions draconiennes à remplir. Est-ce que vous voyez donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la loi ne... Donc, si je comprends bien, cette loi vient tout simplement protéger l'entreprise. C'est un choix. Ça protège l'entreprise tout en n'oubliant pas, tout en n'affaiblissant pas, non, le salarié, tout en ne précarisant pas le salarié. Il faut reconnaître que l'entreprise crée l'emploi. C'est l'entreprise qui crée l'emploi. Est-ce que vous voyez? C'est à l'aune du temps qu'on va apprécier si c'est une bonne loi ou si c'est une mauvaise loi. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise loi, il n'y a pas de bonne loi. Bonne loi. Si cette loi-là peut permettre de créer beaucoup d'emplois, alors que veut le peuple? Il ne s'agit pas de vouloir privilégier une minorité de salariés pour bloquer les opportunités. Mais ça c'est vrai. Hier seulement, quand je discutais de cette loi avec un ami, mais qui me disait, c'est une femme, et bien, elle m'a dit carrément, mais là, c'est l'harcèlement sexuel qui sera en continu. Parce que quand on dit que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé indéfiniment, c'est-à-dire si vous travaillez, pour vous renouveler le contrat, c'est qu'à chaque fois, vous êtes sous menace, c'est que de renvoi. À tout moment, il peut décider un jour de ne plus renouveler le contrat. Et le patron, à chaque fois, peut toujours... Alors, quand vous êtes en CDI, c'est que, bon, c'est difficile cette fois-ci de vous renvoyer.
Et donc, peut-être les harcèlements sexuels seront arrêtés. Au contraire, c'est en CDI que c'est facile de licencier. Le CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Il n'y a pas de durée déterminée. Ça veut dire quoi? On peut vous recruter aujourd'hui et le lendemain, vous licenciez. Parce qu'il n'y a pas de délai fixé. Alors que dans un contrat à durée déterminée, si on n'est pas encore au thème du délai qui est fixé, on ne peut pas vous renvoyer. Contrairement à ce que les gens peuvent croire. Contrairement à ce qu'on peut croire, oui. Donc, et si vous licenciez dans un contrat à durée déterminée, si vous licenciez avant le thème convenu par les deux parties, vous êtes en faute, vous payez les dommages d'intérêt. Alors que dans un contrat à durée indéterminée, on ne vous a pas dit quand est-ce que vous pouvez partir. Vous pouvez commencer aujourd'hui et partir 2 semaines après, et partir 1 semaine après. Mais dans l'ancienne loi, celui qui licencie un employé qui a un contrat à durée indéterminée, par exemple, paie plus que celui qui licencie quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée. Ça dépend de son ancienneté, ça dépend des conditions de l'entreprise. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. C'est pas systématique. Oui, c'est pas systématique. OK, mais merci beaucoup à vous, maître. Donc, vous pensez en réalité que les employés n'ont pas raison d'avoir peur, plutôt que cette loi les protège? Je suis d'accord, ils ont raison de s'inquiéter parce que c'est une nouvelle loi. Vous voyez, tout ce qui est nouveau fait peur. Tout ce qui est nouveau fait peur. Et ce que les salariés doivent savoir, c'est que même les changements les mieux souhaités ont leur mélancolie. Hein? Le droit du travail est un droit social, est un droit progressiste qui évolue avec le temps. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas un droit figé, c'est un droit vivant qui s'adapte aux réalités. Je suis d'accord que par ces temps qui courent, lorsqu'un salarié trouve du boulot, il veut toujours garder son emploi. Et par rapport à ça, il veut bénéficier de la protection nécessaire. Mais on ne peut pas quand même rester sur place. Le Bénin a même pris de l'avance sur certains pays parce que, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous le savez, il y a un projet d'acte uniforme de l'OHADA qui n'a pas encore vu le jour. Pourquoi? Parce que la question de l'emploi est une question très sensible. Une question très sensible qui peut ébranler et tout le corps social si on y prend garde. Est-ce que vous voyez? Il vaut mieux, comme on le dit, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Il vaut mieux permettre, créer des conditions plus ou moins favorables aux entreprises pour leur permettre de créer de l'emploi, pour recruter en masse, et que de vouloir protéger à outrance les salariés et léser les autres et fermer la porte aux autres. Parce que tout le temps, je suis d'accord que il faut que les dirigeants, il faut que l'État fasse un peu plus d'efforts en ce qui concerne la protection sociale, les questions d'assurance maladie, assurance chômage, etc. Sur ce plan-là, il faut faire un effort, je suis d'accord. Parce que vous voyez, sinon cette loi, tout n'est pas mauvais dedans. Tout n'est pas mauvais dedans. C'est vrai que les bonnes lois appellent les meilleures et les mauvaises appellent les pires. Mais ce n'est qu'à l'aune du temps, ce n'est qu'à l'application qu'on pourra voir et on pourra corriger. Rien n'est figé. Et je crois qu'il faut qu'on souffre. Si on doit corriger quelque chose, selon vous, ce serait quoi? Cette loi-là pouvait peut-être profiter, le néo-législateur pouvait profiter pour régler un certain nombre de choses. Et par exemple, vous voyez, lorsqu'il y a session d'entreprise, le législateur béninois, par exemple, ne reconnaît pas le droit de refus aux salariés. C'est-à-dire que les contrats qui sont en cours au jour de la session, au jour de la vente, sont d'office transférés au nouvel employeur. Je suis d'accord, ça permet de garder les emplois. Mais le salarié qui va refuser de suivre le nouvel employeur, son refus sera interprété comment? Comme une démission ou comme un licenciement? En l'état actuel des choses, c'est interprété comme un licenciement. Mais si mon ancien employeur me donne la garantie d'être un bon employeur, qu'est-ce qui me prouve que le second sera? Donc, il fallait ouvrir une brèche, donner une possibilité de refus pour le salarié qui ne veut pas suivre, parce qu'il a contracté avec l'ancien en connaissant ce salarié et cet employeur-là, en sachant que c'est un employeur qui traite bien. L'autre ne donne aucune... Si quelques jours après, je commence à avoir des problèmes avec l'autre et que je vais démissionner, je suis perdant. Donc, il y a quelques
il faut revoir ce niveau-là. Voilà, en tout cas, c'est le temps qui nous dira ce qu'il faut corriger, ce qu'il ne faut pas corriger. Merci beaucoup à vous, Monsieur Charles Ibikounlé. Je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté de droit et des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Merci beaucoup d'être venu à nous. Okay. Alors, nous allons continuer le grand rendez-vous, cette fois-ci avec Autant savoir. Autant savoir. Aujourd'hui, nous parlons bien sûr de la dot. On se pose bien sûr la question de savoir si la dot vaut vraiment le mariage civil. Ah oui, ben, c'est une grosse interrogation. On va y répondre dans un instant, mais également en profiter pour vous présenter l'importance et puis les symboliques, bien sûr, de la dot. Et là, pour illustrer le sujet, Marcel Gbetoro est allé nous faire vivre tout simplement une cérémonie de remise de dot. Regardez. Elle était belle, d'une beauté splendide qui n'avait que la prestance des grands événements. Maëlle, la révélation du jour. Elle a fait chavirer le cœur de son bien-aimé. Ce dernier décide de l'honorer selon les traditions africaines. Jour mémorable pour les deux familles, devant une assistance d'hommes et de femmes, parents, amis et soutiens. C'est le jour de la dot. D'une vieille tradition africaine pratiquée dans presque toutes les religions, elle révèle d'une importance capitale dans le processus de l'union entre un homme et une femme. Doter sa femme est une étape très importante dans la vie d'un homme. Quand tu dotes la femme, tu es respecté dans ta belle famille. Cela permet d'unir les deux familles. Quand tu ne dotes pas la femme, tu n'as aucun droit sur elle. C'est une vieille pratique de nos aïeux qui continue jusqu'à nos jours. Ça permet à l'homme d'être réellement homme dans sa maison. La femme aussi respecte son mari. Elle se déroule en 2 étapes. Des danseurs recrutés par la famille du futur époux ne ménagent ni voix, ni poitrine, ni corps pour donner du spectacle. Bien qu'étant fondamentale pour la célébration de mariage au Bénin, pour certains, la dot est un moyen de chosifier la femme. Pour d'autres, elle est une valeur traditionnelle à perpétuer. Ce qu'il faut retenir, c'est son caractère symbolique. Au départ, la dot était très symbolique. Avec quelques noix de cola et quelques boissons, on pouvait célébrer la dot. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. La dot intervient aussi bien avant le mariage civil que le mariage religieux. Même si l'envie de doter sa future femme ne manque pas aux jeunes béninois, les éléments qui entrent dans la constitution de la dot exigent de l'homme beaucoup d'efforts. Voilà, et là on reçoit M. Epiphane Quenom. C'est un visage, un nom qu'on ne présente plus. Sur le plateau du Grand Rendez-vous, l'ancien député vient avec une casquette de sociologue et aussi chef de famille pour nous parler bien sûr de la dot. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste et madame. Bonsoir. Merci d'être là. Agnès Bello, bonsoir. Bonsoir à Simon Gaba, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous et bonne fête du travail. Apparemment, vous êtes allé animer une cérémonie de dot au Niger. Avec votre coiffure, bon, on dirait que c'est ça. Justement, vous savez, j'ai quelques trépeuls, j'ai voulu le faire appel sur ce plateau pour célébrer la fête du travail avec les téléspectateurs. Ah ben ça c'est vrai, c'est bien, merci d'insister sur vos trépeuls. Allez, on parle aujourd'hui de la dot, symbolique, importance.
Justement, on parle de la dot, qui est un événement très spécial et très cher aux femmes avec... bien sûr, M. Epiphane Quedorme, nous allons revisiter un peu cette tradition-là béninoise, qui n'est pas que béninoise. Hein. Dans la plupart des pays de la sous-région aussi, ils ont une forme de dot qui n'est peut-être pas la même que la nôtre, avec l'ancien député et le chef de famille, M. Epiphane Quedorme. Nous allons parler à peu près de tout ça. Mais déjà, moi, j'aimerais savoir, pour vous, M. Epiphane Quedorme, la dot symbolise quoi? Merci, Madame la journaliste. Je voudrais dire tout de suite que la dot est une convention culturelle établie au sein d'une communauté pour célébrer l'union de deux enfants. Et cette convention met en relation deux familles. Une famille donateur, je ne veux pas l'accorder, je le mets entre griffes, et une famille receveur. Donc la famille donateur qui apporte la dot et la famille receveur qui fournit la femme et qui reçoit la dot. D'accord. C'est certainement ce qui explique le fait que la dot puisse varier d'une famille et d'une culture à une autre. On aura le temps de revenir sur ce plateau. Bien évidemment qu'on va y revenir dans un instant. Pour le moment, c'est Estelle Pazou qui nous fait de grands signes depuis la rédaction de B24 puisqu'il est 19h45. C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal du soir sur BB24. Aujourd'hui, 1er mai, tous les travailleurs sont à l'honneur. Au-delà des festivités, quels sont les droits et devoirs des travailleurs? La question est au cœur d'un reportage à suivre dans ce journal. De par le monde, il y a des métiers qui ne résistent pas aux mutations et à l'évolution de la technologie. Du plus curieux au plus banal, nous allons faire un tour d'horizon sur ces métiers en voie de disparition. Et puis, le Ravip a pris fin hier, 6 mois après son lancement. Même au dernier jour, ils étaient nombreux à se faire enrôler. Certains se sont retournés sans s'être enregistrés. Journée de célébration des combats des travailleurs, aujourd'hui 1er mai, est consacrée comme une journée de repos chômé et payé. Pour cette commémoration, cherchons à comprendre qui est travailleur, mais aussi et surtout quels sont les droits et devoirs des travailleurs au sein d'une entreprise. Igor Ayosor, Ulvaeus Balogun. Selon l'article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Le travail, perçu aujourd'hui comme un effort physique ou intellectuel à accomplir afin d'obtenir un résultat recherché. Il y a un élément fondamental en ce qui concerne le concept de travailleur. C'est l'élément de la subordination juridique de cet employé-là ou de ce travailleur à l'endroit de son employeur qui l'utilise. Le travailleur bénéficie ainsi des conditions de travail qui le protègent. Il est toutefois tenu de respecter certaines obligations. Le premier des devoirs de l'employé, c'est de fournir ses prestations et bien les fournir. Son deuxième devoir, c'est qu'il doit la loyauté à son employeur. C'est d'être disponible, mais dans la limite des horaires de travail tels que fixés par la législation du travail. Pas de devoir sans droit. Le travailleur est également soumis à des règles qui régissent l'exercice de son métier dans l'entreprise. Les horaires de travail, la rémunération de base, les accessoires de salaire, les repos hebdomadaires, les congés annuels, tout cela fait partie de ces droits et ce doit être défini dans le cadre d'un protocole d'accord ou dans le cadre d'une convention collective ordinaire de l'entreprise. Mais dès lors qu'il accomplit dans la loyauté et dans le respect des instructions qui lui sont données,
ces prestations, qui donnent satisfaction à son employeur, il a droit à une rémunération à la mesure du poste qu'il occupe et qui doit être défini dans un cadre formel, en principe. Et si vous aimez ce que vous faites, travailler devient un plaisir. Et rien n'est plus important que de connaître ses droits et ses devoirs avant de signer un contrat de travail. Tant l'employeur a des obligations envers l'employé, tant le Code du travail et les conventions collectives confèrent aux travailleurs des droits. À chaque partie donc d'assumer sa part du contrat. Fête du travail ou fête des travailleurs, la célébration du 1er mai est définitivement rentrée dans les habitudes. Les travailleurs du monde entier fêtent chacun à leur façon selon leur regroupement syndical. Mais alors, quel sens peut-on donner à cette célébration et quelles sont ses origines? Arnaud Adadia revient sur ces questions et évoque les évolutions de cette fête. Suivez plutôt. Aujourd'hui, c'est le 1er mai. Qu'est-ce qui doit inspirer les travailleurs à chaque 1er mai? Voici une approche de réponse. C'est une fête qui est souvent organisée par les syndicats des travailleurs, même parfois mais en marge complètement de l'administration. C'est une fête, c'est une journée au cours de laquelle nous présentons au gouvernement nos cahiers de doléances qui portent les revendications des travailleurs, qui théoriquement devraient être étudiées par l'administration et faire une planification pour nous permettre d'avoir des satisfactions. La commémoration annuelle de la fête du travail doit être aujourd'hui perçue comme l'occasion où gouvernement et syndicats doivent mettre ensemble les efforts pour la réussite du dialogue social. Retour sur le fondement de la célébration. Vous savez que la journée du 1er mai est une journée symbolique pour rendre hommage au sacrifice des ouvriers américains qui, en 1886, avaient décidé de se battre pour obtenir des améliorations dans leurs conditions de travail. Avant cette bataille des ouvriers, les journées de travail étaient infinies dans les entreprises, dans les usines surtout. Il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de jour de repos. Et les ouvriers donc, pouvaient mourir au travail sans aucune assurance sanitaire. Alors cette journée aujourd'hui nous permet d'avoir, au Bénin comme dans beaucoup de pays dans le monde, des journées de 8 heures de travail. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça fait les 24 heures dans une journée. C'est une fête que tout syndicaliste doit honorer, doit commémorer pour que l'âme de ceux qui se sont sacrifiés pour nous en Chicago ne se fâche contre nous. Après la bataille des ouvriers américains de Chicago en 1886, s'ensuivent bien d'autres luttes pour la défense du droit du travail. Sauf que ces gloires passées de la classe ouvrière semblent céder aujourd'hui lentement place à des inquiétudes. Ce que nos aînés ont gagné pour nous, aujourd'hui nous sommes en train de les perdre à travers par exemple le nouveau statut des agents permanents de l'État, à partir de la loi sur l'embauche. Tout ce qui est acquis, nous sommes en train de les perdre. Ce tableau de désespoir cède le lit à une préoccupation, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense que nous devrions peut-être commencer à mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect journée de réflexion. Quand je prends le contexte qui est celui du syndicalisme béninois aujourd'hui, avec la tension sociale qui est en train de retomber, nous devrions pouvoir utiliser cette journée-là pour tirer les leçons du mouvement dont nous sommes en train de sortir, les leçons pour le mouvement syndical béninois, les leçons pour les réformes que nous devrions engager nous-mêmes de façon spontanée, sans entendre qu'on vienne nous les souffler, les réformes que nous pouvons engager, que nous pouvons enclencher pour nous permettre d'avoir un nouveau type de syndicalisme. Il faut se battre pour défendre ses intérêts. Il faut militer pour défendre ses intérêts et que ces intérêts passent par la lutte. On n'obtient rien aussi facilement. Il est peut-être vrai que l'individu qui n'a pas appris à assumer son autodéfense depuis l'enfance ne parviendra jamais à défendre ses droits plus tard quand il va s'apercevoir grand. Avez-vous jamais entendu parler des nettoyeurs d'oreilles? C'est un métier autrefois en vogue au Bangladesh. Aujourd'hui, avec les mutations et l'évolution de la technologie, il est en voie de disparition comme beaucoup d'autres métiers dans le monde. Les métiers en voie de disparition dans le monde, c'est dans ce reportage présenté par Rodrigue Babelbeto sur les images de l'AFP.
Pour certains, c'est un magicien qui joue des tours avec les oreilles des passants. Mais non, ici à Dhaka, capitale du Bangladesh, être nettoyeur d'oreilles est un métier. Armé de sa lampe frontale, Mohamed Joinal en vivait librement et pleinement. Mais aujourd'hui, difficile de vivre le même scénario. Il y avait tellement de nettoyeurs d'oreilles avant. Rien que dans cette station de bus, il y en avait 10 à 15. Maintenant, beaucoup d'entre eux font autre chose. Les gens peuvent aujourd'hui acheter un paquet de coton-tige pour 5 takas et toute la famille peut l'utiliser. Mais ceux qui viennent ici doivent dépenser 20 à 50 takas. Les médecins recommandent de ne pas utiliser de coton-tige. C'est pour ça que nous n'avons pas beaucoup de clients de nos jours. Du Bangladesh, on se rend en Inde. Haletant, suant, Mohamed Ansari, âgé de 62 ans, tire son rickshaw à pied à travers les rues grouillantes de Calcutta, se frayant aussi bien un chemin dans la foule des marchés que dans les embouteillages monstres. Rude métropole de l'Est de l'Inde, Calcutta est l'une des dernières villes sur Terre où les pousse-pousse constituent des éléments familiers du paysage, même s'ils connaissent là aussi leur crépuscule. Il y a 6500 tireurs de pousse-pousse avec des permis. Mais certains ont arrêté, soit parce que leur permis a expiré, soit parce que leur pousse-pousse a été endommagé ou cassé. Donc, ils ont arrêté. Mais 6500 permis ont été délivrés et 4000 tireurs de pousse-pousse sont en activité. Héritage de la colonisation britannique, les tireurs de rickshaw ne font plus le poids face aux vélos-taxis, aux célèbres taxis jaunes de Calcutta ou, plus récentes, aux applications de VTC comme Uber ou Ola. En Afrique, plus précisément au Kenya, certains métiers pourraient ne plus exister également. Dans les quartiers les plus pauvres de la capitale Nairobi, la rareté de l'eau courante permettait depuis 18 ans à Samson Mouli, un vendeur d'eau dans le bidonville de Kibera, de manger tous les jours. Tous les jours, il remplit des jerrycans de 20 litres chargés, 15 pièces à la fois, sur un chariot qu'il pousse ensuite chez ses clients à la sueur de son front. J'adore ce travail parce que c'est sympa. Quand je vends de l'eau, je ne manque pas d'argent à la fin de la journée. Ce boulot a changé ma vie. Mes enfants peuvent aller à l'école parce que je suis en mesure de payer les frais d'inscription. Samson achète le jerrycan d'eau pour 5 shillings, le revend 3 fois plus cher et peut de la sorte gagner jusqu'à 1000 shillings par jour, un bénéfice bien maigre mais assez pour s'extraire de la misère. Mais Samson va bientôt devoir se trouver un nouveau gagne-pain. Le bienvenu développement en cours des infrastructures de base, désormais de plus en plus accessibles pour les plus pauvres, signifie que les jours de son métier sont comptés. Autant de métiers qui sombrent aujourd'hui avec une seule cause, l'évolution de la technologie. Les pratiquants n'ont qu'une seule interrogation, comment survivre ? Un salon de l'étudiant va se tenir le lundi 7 mai 2018 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il va fournir une plateforme unique pour la promotion des programmes actuels entrepris par l'ensemble des 22 centres d'excellence hébergés dans des universités de 9 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Il vient montrer les progrès dans l'enseignement supérieur en Afrique et prouver que les jeunes Africains peuvent accéder à des formations de pointe dans des universités africaines et être compétitifs sur le plan international. C'est une réponse régionale innovante pour rendre l'enseignement supérieur plus pertinent pour le développement de l'Afrique. L'Angola va émettre un eurobond. Le pays s'apprête à revenir sur le marché international de la dette ce mois pour profiter d'un contexte favorable marqué par la remontée du prix du pétrole et le lancement de nouveaux programmes de réformes économiques soutenus par le Fonds monétaire international. Il faut noter que les recettes de l'or noir représentent en effet plus de 75% des rentrées fiscales du pays et plus de 90% des recettes en devises étrangères. On revient au Bénin. Le 1er novembre 2017, le Bénin lançait le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. C'est une opération de recensement initial de la population en vue de réaliser au plus vite l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle a pris fin hier 30 avril. Roch Akweinou et Herman Rodrigue Amégan sont descendus sur le terrain pour constater l'affluence du dernier jour.
Prévue pour durer 6 mois, l'opération du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP qui a démarré depuis le 1er novembre 2017 est à son terme. Le constat révèle qu'il y a une forte affluence sur tous les sites que nous avons parcourus. Nous sommes ici au siège du 10e arrondissement de Cotonou. Eh bien, nous allons essayer de faire le constat ici également. Depuis quelle heure êtes-vous ici? Depuis 5 heures pratiquement. Alors pourquoi avoir choisi le dernier jour pour vous faire enrôler vu que l'opération a démarré depuis 6 mois? J'étais là depuis le vendredi. Ils ont dit qu'ils vont citer les noms de ceux qui étaient là le vendredi, le samedi. Le samedi, ils ont dit la même chose. Le dimanche, ils ont dit la même chose. Aujourd'hui, maintenant, ils n'ont même pas cité des noms. Il y a des gens qui viennent là seulement, on les fait rentrer, on les remplit et ils s'en aillent. Je viens maintenant, on me dit qu'il n'y a plus de formulaire. Alors que je vois même des formulaires sur la table, on me dit qu'il n'y a plus de formulaire. Vous êtes là aussi sans doute pour le RAVIP. Moi, je l'ai déjà fait depuis qu'on a commencé. Le Béninois aime les derniers jours pour faire le travail. Sur la joue, signe de désespoir, cette dame semble avoir déjà abdiqué. Comme tous ceux-ci qui errent sur la cour et la devanture. Les populations sont vraiment sorties, mais avec tout ce qui se passe sur le terrain, on n'est pas sûr de satisfaire tout le monde. Et il y a une rupture des fiches. Mais actuellement, nous travaillons pour les fiches qui sont déjà remplies d'avance. C'est désolant de voir des Béninois qui veulent se faire enrouler, mais qui ne pourront pas, tous. Se faire enrôler nécessite un minimum de sacrifices auxquels tous n'ont pas pu consentir. Les conditions vraiment ne permettent pas à celui qui n'a pas le temps de venir se mettre à rien le faire. Et même si tu as le temps, tu n'es pas courageux là, c'est difficile. Il va falloir prolonger ça pour satisfaire au moins le nombre qui reste passé. On n'est pas sûr de satisfaire tous ces nombres-là maintenant. Donc il urge de prolonger un peu pour la population. Il faut prolonger un peu le délai. D'une semaine, ce serait bien. 6 mois après son démarrage, le RAVIP, qui permettra au Bénin d'avoir une base de données est à présent terminé. En attendant les statistiques officielles, il est sans doute évident que tous les Béninois n'ont pas pu se faire enrôler. Ils mettent leur espoir en une prorogation de l'opération qui reste pour l'heure hypothétique. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement et surtout, bonne fête du travail. Donc quoi, vous, Estelle Pazou, vous êtes fait déjà enrôler, c'est ça? Oui, Assiom, déjà. Ah, déjà? Oui. Depuis le début? Non, pas le début, au milieu voilà, de... Voilà, d'accord, ça c'est bien. Une félicitation à vous. Merci. J'espère que c'est la même chose également avec vous, Aniat Bello. Oh, Assiom Gaba, j'ai dû me rattraper à la dernière minute, mais c'est fait. C'est fait? Oui. Ah, félicitations. J'espère que ceux qui n'ont pas pu le faire pourront aussi le faire. On ne sait jamais, il y aura peut-être, je ne sais pas, une dérogation spéciale pour tous ceux qui n'ont pas encore pu le faire. On espère bien que le temps sera prolongé pour permettre à tous les Béninois, en tout cas, de le faire. Et donc, on revient bien sûr en plateau pour continuer avec... le sujet concernant bien évidemment la dot. On retient, M. Epiphane Konom, que la dot est donc une convention culturelle entre deux familles, l'une donateur et l'autre receveur. C'est ça. Okay. Alors moi je me demandais justement, est-ce ce qui explique le fait que la dot puisse varier d'une famille à une autre, d'une culture à une autre et même d'un pays à un autre? Non, je pense qu'il vaut mieux d'abord dire que la dot varie d'une communauté à une autre. Maintenant, les variances qu'on peut observer au sein, n'est-ce pas, d'une communauté, ça dépend de la considération que chacun accorde à la chose, et également de ce qu'on appelle la démonstration familiale, ou la démonstration familiale, la démonstration du statut familial. On veut montrer que la femme vient dans une bonne famille, qui pourra en prendre soin. Tout à fait. Alors, donc, je peux dire que normalement, on consacre à la dot un caractère symbolique. De l'Antiquité, la dot avait un caractère symbolique. Si je prends par exemple je vais directement chez les Sérères au Niger, eh bien donc la dot, vous
vous apportez des noix de date. C'est des noix de date qu'on apporte chez les sérères pour demander la main, du miel, etc. Voilà les choses qu'on apporte chez les sérères au Niger pour prendre une femme sérère. Alors, je suis également allé toujours dans cette recherche-là, au Gabon, chez les Miénés. Quand vous allez chez les Miénés, vous apportez une bouteille d'eau de vie, et puis vous apportez un filet. Un filet. Un filet. Parce que les Miénés sont au bord du fleuve. C'est des pêcheurs. C'est des pêcheurs, c'est des communautés pêcheurs. Et donc, c'est ça. Donc, quand vous venez vous marier à une femme Miénée, alors vous apportez donc une bouteille d'eau de vie et vous apportez un filet. Parce que c'est très important. C'est comme si vous voulez donner à manger à toute la famille. Vous voyez. Alors, donc, quand vous quittez un peu les Miénés et que je viens chez les Baoulés, un peu en Côte d'Ivoire, alors ça change, parce que les Baoulés sont dans un système matriarcal, il faut le savoir. Alors donc, quand je parlais tantôt, n'est-ce pas, de la famille d'honneur, eh bien, et dans le cas des Baoulés, eh bien, c'est la femme qui fait la dot, n'est-ce pas, à la femme. C'est la femme qui dote l'homme. Il y a beaucoup de Béninois qui auraient aimé épouser des femmes baoulées. Vous voyez. Donc, c'est la femme qui dote, n'est-ce pas, l'homme. Eh bien, dans ce cas, ça concède des droits que nous allons aborder après. Donc, ça veut dire que la famille qui est donneur, eh bien, de la dot, n'est-ce pas, conserve des droits. Des droits sur la filiation et sur le patrimoine de la femme, etc. Vous voyez, donc, ils conservent des droits. Alors, finalement, la femme baoulée, qu'est-ce qu'elle donne à l'homme baoulé, justement, pour pouvoir le doter? Eh bien, tout à fait. Ça veut dire que quand vous allez chez les Baoulés aussi sont de grands chasseurs, etc. Donc, il y en a qui sont un peu pêcheurs, donc ils apportent, par exemple, les biens qui entrent, n'est-ce pas, dans le système de production. C'est ça, chez les Baoulés. Alors, donc, maintenant, pourquoi parler de toutes ces localités et ne pas parler de chez moi? Au Bénin, eh bien, le système de dot varie d'une localité à une autre. Et si je prends, nous sommes au niveau des Adjatado, donc toute la partie orientale du Bénin, la partie orientale du Bénin, eh bien, si je veux parler des Adjas, alors on va différencier deux catégories d'Adjas. Alors, les Adjas Dobo et les Adjas Huénon. Alors, si les Adjas Dobo, eh bien, dans le système traditionnel, pour prendre une femme Adja Dobo, avec la considération que la femme Adja Dobo travaille moins, alors donc la dot est aussi est réglée selon donc, n'est-ce pas, ce que la capacité de la femme à participer aux activités, n'est-ce pas? Du ménage. Du ménage, aux activités de production. Parce que n'oublions pas que quand nous parlons du système traditionnel, eh bien, les unités de travail, ce que nous appelons, étaient familiales. Donc, comme le dit, si vous avez beaucoup de femmes, vous avez beaucoup de bras valides, vous allez cultiver beaucoup de champs. Mais comme la femme Adja Dobo travaille moins, ça veut dire que la dot est faible. D'accord. Au niveau là. Alors que les femmes Adja Huénon travaillent beaucoup. Alors donc, ce n'est pas facile de prendre une femme Adja Huénon. Parce que c'est une plus-value. Ah oui, elle vous apporte beaucoup, elle cultive le champ pour vous. Alors donc, c'est toujours l'eau de vie. Vous a donné l'eau de vie, les ustensiles de cuisine, mais vous donnez également un champ pour la famille qui vous accorde la main de la femme. Le champ, c'est pour qui finalement? C'est pour toute la famille? C'est pour le père? Il y a un partage, parce que vous savez que dans le système traditionnel, eh bien, c'est les familles qui se marient. C'est l'alliance se crée entre deux familles qui veulent continuer de prolonger, n'est-ce pas, la famille. Oui. Oui, alors donc, à partir de ce moment, lorsqu'on donne le champ, souvent c'est une palmeraie, et c'est pour ça que lorsque les Adjas veulent qualifier une famille riche, il dit « Eroto est ni décalé-chijan ». Oui, maintenant, donc c'est palmiers, c'est ça, c'est un riche, il a beaucoup de palmeraie. Alors donc, ça veut dire que la palmeraie est symbolique. Dans le système de mariage, n'est-ce pas, Adja, eh bien, vous devez donner un champ de palmeraie, et là, la femme, les parents prennent une partie, les parents de la femme
Bien sûr, les oncles prennent une partie. Les oncles maternels prennent une partie, les oncles paternels aussi prennent une partie. Et il y a une partie qui revient, n'est-ce pas, à la femme, et pour pouvoir constituer sa richesse, etc. Alors, donc, mais quand nous quittons un peu la partie un peu ouest, Adjatado, pour venir un peu vers les zones, les localités de Fongbé, les Fongbé, donc qui partent d'Alada jusqu'au plateau d'Abomey, c'est totalement différent. Donc il n'y a pas là, donc ici, la dot est payée. Numérairement, la dot est payée, c'est des biens qui sont différents de la terre et qui sont payés. Parce que n'oublions pas que dans le système traditionnel, la femme n'a pas accès à la terre. Oui. Donc, même si je retourne dans le système Adja, la palmeraie, au fait, la terre n'est pas donnée. C'est les palmiers qui sont donnés. Pas la terre. Pas la terre. Alors, donc, chez les Fongbé, ce sera d'autres biens, des ustensiles, des pagnes. Des pagnes. Alors, j'ajoute que quand vous voyez donc non, mais il n'y a pas de noix de cola, il n'y a pas d'autres. Bien sûr, ça c'est les ingrédients. Oui. C'est les ingrédients des noix de cola. Il y a tout un rituel quand même tout autour de la dot. Je quitte la partie orientale du Bénin pour aller vers la partie septentrionale. C'est là où vraiment la dot a un caractère très symbolique. Et où vous voulez prendre une femme, eh bien, il y a des noix de cola que vous apportez, il y a pas tellement de boissons, etc. Donc des trucs symboliques, un pagne peut-être pour les parents et le père, un pagne pour la mère, des noix de cola qui doivent être partagées aux sœurs et aux frères. Et ça, c'est du sel, ça s'arrête là. Vous voyez maintenant. Alors, je vois donc quand vous prenez tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire mais ça c'était avant, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est un one-man show, hein, la dot, non seulement qu'on soit au nord ou au sud. Non seulement que c'est un one-man show aujourd'hui, il y a une période de transition où la dot qui se faisait matériellement, eh bien la dot s'est monétarisée. Donc avec, n'est-ce pas, l'arrivée de la monnaie dans le système de valeur, dans le système de production, eh bien la dot s'est monétarisée. Et là, je viens vous dire tout de suite, lorsque vous allez voir la différence entre les Adja Huénon et les Adja Dobo. Lorsque on est arrivé dans un système de monétarisation, n'est-ce pas, du mariage, eh bien les Adja Dobo, il faut, pour marier une femme Adja Dobo, payer tout simplement 60 000 francs. Et pour Adja Huénon? C'est tout. Pour les Adja Huénon, il faut payer jusqu'à 360 000. Vous imaginez? C'est sûr. Alors, hein. et avec comment on rentre dans ces fonds après? Est-ce que ce n'est pas une façon d'acheter la femme? Non, c'est pas. Vous rentrez dans quel fonds? Ce n'est pas une chosification. Le sociologue en vous n'est pas choqué par je ne suis pas choqué parce que c'est un système, n'est-ce pas, d'échange, d'échange et d'alliance, mais d'échange. Parce que je vous ai dit, la famille donateur, la famille qui apporte la dot, conserve des droits. On aura le temps de revenir demain sur ces droits. On aura le temps de revenir demain sur ces droits. Vous avez déjà la compensation de ce que vous avez. C'est déjà ça, la compensation. Bien sûr. D'accord, mais tout ce qu'on voit aujourd'hui maintenant, c'est de grosses valises qu'on donne, que ce soit la maman, la petite maman. C'est ruiné aujourd'hui doter une femme. Ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes béninois qui n'ont même pas envie de s'y risquer. La femme est chez eux, ils n'ont pas envie de le faire. À moins que ce ne soit un homme béninois qui veut épouser une femme baoulée, qui a envie d'être dotée, par exemple. Pourquoi pas? Je vous dis, c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé dans un système de monétarisation, eh bien, tout, ça veut dire l'argent a pris, n'est-ce pas, le pas sur tout. Sur le symbole. Sur le symbole. Alors, donc, aujourd'hui, également, ça fait que chacun veut, selon comment il apprécie, comment il veut montrer que c'est lui, etc., eh bien, et la dot se fait en conséquence. Est-ce que vous voyez maintenant? Donc, et on commence par comprendre, ou bien on commence par voir que, telle que la dot, n'est-ce pas, évolue, eh bien, elle est devenue ruineuse. Parce que ce n'est plus un plaisir, ce n'est plus une manière, n'est-ce pas, d'intégrer une famille, un lien d'intégration d'une famille, mais c'est devenu presque, n'est-ce pas, une imposition. La valeur s'est dégradée. Voilà, la valeur s'est dégradée. Alors là... Il y a toute une liste, hein, il paraît que dès que vous avez la liste... Il y a une liste. Au tout début, vous avez peur d'abord de ne pas pouvoir tenir. Oui, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas les moyens.
de le faire, mais les jeunes ont trouvé, n'est-ce pas, un système de contournement. Oui, la femme peut aider son homme aujourd'hui à se faire doter. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est la meilleure des choses. Sociologue, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Que la femme aide son homme à la doter? Oui, c'est toujours, vous voyez déjà que vous évoluez progressivement vers le mariage, n'est-ce pas, des baoulés. Si la femme... Donc bientôt on dotera les hommes. J'ai une cousine qui l'a fait totalement. Elle a doté son mari. Oui, parce que... Mais on reviendra sur tout ce que le mari a perdu comme attribut, parce que je suis sûr qu'un homme que vous dotez, c'est pas de la même façon. Pour le moment, on n'en est pas arrivé, on n'en est pas là, mais certainement ça va évoluer. Si aujourd'hui il y a des femmes qui vont carrément payer tout et donner à l'homme pour dire va me doter, parce que aussi il y a quelque chose de culturel que la femme tire, oui. Tu vois, parce que quand on la dote dans la communauté, eh bien, ça veut dire qu'elle a du mérite. Elle est respectée. Elle est respectée. Mais lorsque vous n'êtes pas doté, etc., bon, c'est comme si vous êtes livré, etc. À vous-même, sans chapeau, comme on le dit. Tout à fait. Et il y a des chansons. Oui. On aura le temps de revenir sur les attributs justement de la famille qui dote et de la famille qui reçoit la dot. On parlera aussi de ces hommes qui se font aider pour la dot. Moi, je suis contre le principe. Dès que vous êtes prêt pour la dot, vous dotez votre femme. On aura le temps de faire la discussion demain, mesdames et messieurs. Prenez le rendez-vous. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Assem Gaba, oui. Que vous le vouliez ou pas, vous allez y passer. Sinon, on sera 2 hommes contre une femme sur le plateau. Donc je vaux valablement 2 hommes. Allez, bon. Tant mieux, vraiment. Merci beaucoup, M. Epiphan Kenom. Merci également à vous, Agnès Bello. On se retrouve très prochainement. Sinon, déjà demain. On se retrouve demain, toujours avec M. Epiphan Kenom pour continuer avec, c'est-à-dire les valeurs mêmes. Dès que vous dotez une femme, qu'est-ce que vous en tirez? Waouh, super. Allez, on va tout droit dans notre salon de beauté. Cette fois-ci, c'est pour parler de la mode, le retour des anciens styles vestimentaires. Et les jeunes s'y plaisent, tout simplement. Alors, beauté au pluriel, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment aux anciens styles vestimentaires? Je voudrais parler des jeunes. Aujourd'hui, ben oui, on utilise, on essaie de faire un retour des anciens styles vestimentaires, mais qu'est-ce qu'on y apporte? Qu'est-ce que la mode béninoise apporte, bien sûr, à ces styles-là? On va en parler dans un instant et déjà en même temps profiter pour vous dire que les jeunes aiment bien sûr se mettre bien sûr dans ce genre de style, tout simplement. On va suivre ce reportage qui nous confirme exactement ce que je viens de dire. C'est un air de retour vers les temps anciens. Des pantalons pattes d'œuf, des coupes de cheveux afro, les anciennes modes qui refont surface aujourd'hui sous un autre design. C'est également le retour du pagne avec sa revalorisation dans l'univers de la mode. Ailleurs, dans les autres pays, ça se fait. Par exemple, le Nigeria. Je les vois habillés en tenue locale, c'est une bonne chose. Eux, ils aiment valoriser leur culture. Il faut aussi que nous, les jeunes filles, nous apprenions à nous habiller comme nos parents l'ont fait dans le passé. En fait, c'est ça la femme africaine. Ça met en valeur la femme africaine. Et bon, ça aussi, ça permet aussi à la jeunesse d'aujourd'hui de savoir s'habiller correctement. Et ça évite à certaines jeunes filles de porter de n'importe quoi. Rivalisant avec le tissu occidental dans plusieurs pays, le pagne nourrit la créativité des designers africains avec à la clé différents modèles qui rappellent les années 50. La mode, déjà par définition, c'est un éternel recommencement. Donc vous pouvez déjà voir dans les designs, dans les matières, dans les motifs, dans les coupes que ça revient. Ça revient et ça reviendra. Donc par essence, la mode, c'est ça les tendances. C'est les tendances qui ont vécu, qui reviennent, peut-être sous une autre forme avec de petites modifications, avec des petites couleurs. Bref, ça revient, mais ça ne revient jamais de façon brute. Il y a toujours une petite touche nouvelle qui accompagne. C'est sûr que cette tendance qui a commencé va perdurer parce que c'est riche en couleurs, c'est riche en design. Il y a tellement beaucoup de choses à faire avec que la richesse là-dedans est intarissable. Donc il faut reconnaître qu'à un moment donné, les gens en ont marre. Et quand on cherche de la couleur, on pense pagne.
Aujourd'hui, la mode est beaucoup plus colorée, est beaucoup plus dans la féerie. Ce n'est pas que ce n'est plus le design seulement, mais c'est les couleurs, d'accord? Donc on peut dire qu'on est dans l'ère des couleurs. Et quand on pense couleur, comme je l'ai dit, on pense pagne. Ensemble tailleur, jupe, robe, veste et pantalon, le pagne permet d'apprécier la beauté, l'élégance et l'originalité africaine sous un autre jour. Avec cette revalorisation du pagne, c'est l'identité de tout un continent qui est ainsi promue à travers le développement de sa culture. Merci à vous, Océana Moussou, pour ce reportage sur les anciens styles vestimentaires. On revient en plateau avec Oscar Dossou. Lui, c'est un jeune sapologue, mais il aime s'habiller, bien sûr, en ancien style vestimentaire, tout simplement. Bonsoir, Oscar Dossou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais est-ce que vous êtes tout à fait d'accord que la mode est un éternel recommencement? Je pourrais même dire que la mode, c'est comme du vin. Plus ça prend du temps et plus ça devient... C'est mieux. C'est-à-dire que la mode, c'est tout un cycle et il n'y a pas de génération qui puisse s'établir sans prendre exemple sur la génération passée. Ce qui fait que, bon, quand on... Aussi, sur le style vestimentaire, quand on parle de mode, c'est qu'il faut forcément s'inspirer de ce qui a déjà été fait. Et ce qui fait que forcément, ça devient un éternel renouvellement avec... toutefois, excusez-moi, de petits ajustements pour quand même marquer l'époque, pour dire que c'est certes quelque chose qui a été copié, mais voilà, ça correspond à ce moment précis. À ce moment précis. Alors aujourd'hui, quels sont ces styles-là que vous remarquez au niveau de la jeunesse, parlant bien sûr d'anciens styles qui reviennent? Bon, je peux dire que tous les styles sont de retour parce que aujourd'hui... quand on voit ce qu'il y a dans le niveau des stylistes, des nouveaux stylistes, bon, je ne vais pas pour faire la pub, mais par exemple, Nana Waz qui travaille sur du wax, par exemple, qui va dans des coupes modernes, mais en utilisant quand même quelque chose d'assez ancien, parce qu'on va dire les wax, ce n'est pas nouveau. Donc, il faut dire que déjà sur ce point, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont vers on va dire tout ce qui concerne les pagnes, les traditionnels, comme beaucoup qui retournent aux classiques. Les costumes avec tout ça, c'est encore en vogue actuellement. Et pour les jeans, on pensait démoder les badef et tous les jeans skinny. Moi, j'en mets souvent. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout ça qui revient, mais avec quand même de fines touches de modernité. Qu'est-ce qui a changé alors par rapport à ces styles vestimentaires-là, ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont aujourd'hui? Je pense que c'est dans la conception aujourd'hui. Vous savez, il y a une touche de raffinement, quelque chose qui a forcément évolué. Les jeunes aujourd'hui, avant, on pouvait se permettre d'avoir plus de tissus, c'est-à-dire que quand vous prenez un costume il y a quelques années ou des manches longues, il y en avait suffisamment pour que ce soit très ample, c'est-à-dire plus c'est ample, mieux c'est beau. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment, on s'arrange à ce que la mode soit vraiment près du corps, que l'individu carrément, c'est-à-dire que si moi j'ai une chemise de main, que vous ne puissiez pas rentrer dedans par exemple. C'est pour vous dire... Sur mesure. Sur mesure, c'est pour vous dire les subtilités, même par exemple pour les jeans. On s'arrange à ce que ça vous prenne vraiment peut-être par la cuisse, qu'on sente que vraiment, bon voilà, que ça puisse dessiner vos courbes de la même façon que c'est chez les femmes que chez les hommes. Les costumes aujourd'hui, on trouve démodé de mettre plein de boutons et tout ça, et on préfère. Donc, on va dire que c'est rien de nouveau parce que on va dire que ce soit traditionnel, que ce soit jean, c'est tous des concepts qui ont déjà existé, mais aujourd'hui, on apporte de petites touches de raffinement pour que ça puisse... Donc voilà, le changement, je peux dire que c'est dans le raffinement, c'est dans... parce que l'époque a évolué. Par exemple, nos téléphones, c'est passé de l'aspect gros à quelque chose de plus fin. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est la finesse. Alors, ça dit, quand on prend, par exemple, le cas des pâtes d'EF, tout simplement, oui. Et ça dit que les pâtes d'EF aujourd'hui sont moins volumineuses. Justement, c'est ce que je... en fait, pour mon avis de simple observateur, je pense que ce qui a changé aujourd'hui, c'est... Voilà ce qu'il y a qu'on voit là, déjà. Justement. Oui. Alors ça, c'est moins volumineux. Moins volumineux, je trouve que c'est moins volumineux. Et quand vous regardez, c'est quand même pas du Elvis Presley non plus. Voilà. Donc il y a beaucoup plus vous voyez, il y a plus de finesse. Et on va dire que
Je trouve que voilà, ça correspond à l'époque et ça dépend aussi. Aujourd'hui, la mode aussi, j'oubliais, c'est fonction des saisons. Vous voyez, par exemple, même sur le plan local, parce que ça ne sert à rien d'aller vers des réalités qui ne nous regardent pas. Aujourd'hui, vous allez voir que les jeunes, c'est pas de la même façon qu'ils sont habillés du lundi jusqu'au samedi, ou par exemple, ça dépend aussi des événements. S'ils vont à un anniversaire, à un mariage, qu'ils vont en boîte, ça dépend aussi de... Donc tout ça aussi est, on va dire, assez illustratif de l'évolution de la mode. Oui, aujourd'hui. Alors, est-ce que quand ça donne un aspect beaucoup plus ancien, est-ce que c'est cher? Le prix également suit l'ancienneté? Le prix est sur l'ancienneté. Parce que, pour ce que je sais, plus c'est vintage, comme je vous ai dit, c'est fonction du vin. La mode, on pourrait comparer facilement. Ce ne serait pas vraiment abusé de faire un rapprochement entre la mode et le vin. Plus c'est vieux, plus c'est bon, et plus c'est bon, c'est cher. Donc, c'est pareil pour les collections. Bon, je ne suis pas... Quand vous allez par exemple dans des grandes maisons de luxe, oui, tout ce qui est ancien fait partie d'une collection qui prend forcément de la valeur. De la valeur. Voilà, du moment où c'est authentique, parce que ça c'est important de le préciser. De le préciser. Voilà. Alors aujourd'hui au Bénin, parlant bien sûr de notre style vestimentaire, est-ce qu'il y a des anciens styles chez nous qui reviennent également Je trouve par exemple que, on va dire, les boubous traditionnels sont vraiment à la vogue, parce que, bon, pour ce que j'ai pu constater, comme je le dis en tant qu'observateur, oui, bon, là encore, c'est pas pour faire la pub, mais il y a des événements culturels, par exemple, comme Modage, qu'il y a un promoteur, Elvis Agnas, a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. On constate que ce qui revient, en fait, c'est des trucs, on va dire... les chemises cousues avec du pain traditionnel, les bombas, voilà. Et donc, tout ça revient. Il y a aussi cette tenue de Good Luck que oui, le président aime mettre souvent. Oui. C'est vraiment en vogue parce qu'on le constate presque partout. Peut-être à la faveur de notre président qui a eu l'immense honneur de faire sa promotion, je crois, 1 ou 2 fois. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui reviennent et qui, on va dire, étaient déjà des choses existantes où il n'y avait vraiment pas vraiment il n'y a pas vraiment trop de nouveautés. De trop de nouveautés. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les couturiers n'ont pas plus de difficultés à produire ces anciens styles vestimentaires? Bon, je pense que là, bon, pour mon avis, je pense qu'ils ont eu plus du mal à s'adapter à ce qui était nouveau parce que beaucoup étaient rentrés dans un style beaucoup plus européen, on va dire. Ce qui fait que c'est des gens qui ont été formés sur un modèle basique, c'est-à-dire que ceux dont on parle actuellement, c'est-à-dire les modèles anciens, c'est pour ça qu'ils ont été formés. Parce que leurs patrons n'ont pas forcément été initiés aux grandes coupes de chez Saint-Laurent et tout ce tout ce qu'on a dans la mode de luxe. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour ceux qui ont vraiment eu une bonne formation de se retrouver rapidement à ces modèles-là. Parce que moi, par exemple, quand je veux me confectionner une tenue, on va dire traditionnelle, un peu vintage, mais élégante, j'ai jamais eu de difficulté à trouver un bon tailleur qui puisse quand même respecter et quand même arriver à me satisfaire. Alors, pour quel genre d'événement vous aimez vous mettre en vintage, en réalité? En vintage, c'est bien pour les mariages, pour vous savez, il y a, comme on a dit, il y a souvent des brassages de génération. Quand vous vous retrouvez, par exemple, avec des aînés, que vous allez par exemple à des fêtes de famille, à des remises de dot, à des choses comme ça, ou le vendredi carrément, oui, on aime bien être vintage, on aime pas se trouver une identité, parce que l'identité on l'a déjà, mais se le remémorer, se le dire que voilà, par rapport à ceci, et puis bon, comme j'ai souvent dit à un ami, c'est toujours mieux de mettre du bomba à Paris que de mettre un tissu ou autre qui pourrait... Vous êtes sûr? Ah, très bien, parce que
Là-bas, quand vous allez par exemple en France et que vous êtes en boba, pour eux, c'est quelque chose de... Ils vous identifient à quelque chose, ça vous personnalise. Pour eux, vous transmettez une certaine émotion, ne serait-ce que dans votre habit, alors que après, si vous mettez un jean comme tout le monde, ça leur dit pratiquement rien parce que, voilà, donc, comme j'ai dit, c'est pas pour se rappeler nos identités, parce que nos identités, elles sont là et on les a, mais quand même pour essayer de... Voilà, leur donner de la valeur. De donner de la valeur, tout simplement. Donc c'est mieux s'habiller en bomba à Paris. Ah, mais si c'est pas en hiver et que vous n'avez pas trop chaud, vous n'avez pas trop froid, vous pouvez. C'est pour ça que je posais la question. Vous pouvez oser. Parce qu'en hiver, se mettre en bomba. Ah oui, mais c'est vrai. Mais bon, si vous cherchez à attirer l'attention sur vous, c'est toujours mieux d'être peut-être pas en bomba. Est-ce qu'on peut mettre du agbada au moins? Ah mais c'est très, moi j'aime bien ça parce que je trouve ça très élégant. Vous voyez, c'est quand on va partir encore en arrière par rapport à nos cultures, le agbada, plus il est gros, plus il est démonstratif, on va dire de la personne. D'accord, ça renseigne mieux sur la personne. Donc c'est pour dire que voilà, c'est quelque chose de... Bon, il y en a beaucoup qui mettent ça aujourd'hui. Peut-être pas avec, comme je l'ai dit, on va pas refaire je vais pas me répéter, mais peut-être pas avec, on va dire, c'est peut-être pas, on va dire... en fait, quand on parle sur du agbada, le agbada aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes mettent jean. Oui, et ils mettent agbada, c'est un t-shirt en bas, et puis ils mettent, vous avez très bien compris, le agbada là-dessus. Voilà. Et on met même des agbadas sur les baskets. Sur les baskets. Et ça fait, c'est beau. C'est beau. On met le bomba, on met le jean, puis on met le basket en bas, et puis peut-être le gobi dessus. Le gobi dessus aussi, mais des fois on voit même des gens en costume qui mettent le gobi. Justement. Donc aujourd'hui on constate. Et même des costumes faits en motif wax et autres, par exemple, pour se démarquer. Donc on remarque tout simplement qu'il y a des barrières qui sont brisées. Et puis bon, chacun y va à son goût. Oui, à son goût et suivant voilà, voilà, ses aspirations. Et on peut dire que voilà, il y a beaucoup de... Même en France aujourd'hui, dans les pays développés, vous allez voir que même Dolce & Gabbana, les grandes marques, ils vont vers... moi j'ai par exemple un t-shirt Hugo Boss authentique, mais... Voilà, ils ont mis du pain dedans. C'est un peu pour dire, vous voyez, il y a quelque chose, une véritable progression vers... L'Afrique est aussi en train de s'imposer à travers bien sûr ses couleurs. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup à vous, Oscar Dossou, pour toutes ces explications. On comprend tout simplement que les jeunes se plaisent vraiment dans le retour, bien sûr, de ces anciens styles vestimentaires, voilà, dans leurs habitudes, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Alors, je retiens en tout cas une phrase toute belle et qui est source de fierté. C'est mieux de mettre du bomba à Paris qu'à Cotonou que de se mettre en costume, tout simplement. C'est ce qu'on va faire aussi ici. Allez, on finit, oui, le grand rendez-vous. Les plateaux terminés, bien sûr. On va se rendre tout simplement sur la toile, cette fois-ci pour l'actualité. Et là, ce sera avec Rolande Chidibin pour la présentation de l'ActuWeb. Amis de l'actualité en ligne, bonsoir. Nous démarrons la revue par le Bénin. 3 lions accusés d'avoir dévoré 2 bœufs ont été empoisonnés par des éleveurs au Parc W. C'est une information de la Nouvelle Tribune. Le drame se déroulait à Ponta, un hameau du village de Daré situé dans l'arrondissement de Funugo à Banikwara. Tout a commencé quand les 2 bêtes en pâturage dans le Parc W se font attaquer par 3 lions. Informés de la disparition de leurs bœufs, les populations riveraines partent à leur recherche. Elles les trouvent finalement dans les crocs de félins qui s'appliquaient à les dévorer à belles dents. Aveuglées par la vengeance, elles retournent sur leurs pas pour se munir d'un poison qu'elles injectent aux carcasses des bœufs,
que les félins avaient entre-temps abandonné. De retour sur les lieux du crime, les 3 lions ont ingurgité le poison qui leur a été fatal. Pour le moment, les auteurs du forfait n'ont pas été identifiés. Les enquêtes sont en cours pour les démasquer. Du Bénin, allons en Angleterre pour vous parler du prince Harry. Un mois avant son mariage, le Parisien nous informe que le prince Harry suit un régime draconien. Le régime avant le mariage est souvent l'apanage des futurs mariés. Mais pour le couple qui pourrait moderniser la couronne britannique, l'effort est mutuel. Meghan a ainsi convaincu le prince Harry de faire un gros effort avant leur mariage le 19 mai prochain. Selon le Daily Mail, Harry aurait déjà perdu 3 kilos grâce au mode de vie imposé par sa fiancée. Fini la junk food et les glucides dont le prince de 33 ans avait tendance à abuser. La pizza que le prince adore est désormais devenue exceptionnelle. Et ce n'est pas tout, il s'est aussi inscrit dans une salle de sport à 655 € par mois. On reste toujours avec le Parisien pour finir cette actualité du web. Aux États-Unis, une Américaine accouche seule en s'aidant des vidéos sur YouTube. Les contractions de la jeune femme de 22 ans ont commencé dans l'avion. Au cours d'un voyage de 14 heures de vol, la jeune Américaine est prise de contractions 1 heure avant que l'appareil atterrisse à Istanbul. Tia, qui à cause d'un déni de grossesse n'a pris conscience qu'elle était enceinte qu'au bout de 6 mois, pense alors qu'elle fait une intoxication alimentaire. Ce n'est qu'à la douane qu'elle comprend qu'elle a commencé le travail. Arrivée à son hôtel, cette ingénieure informatique est complètement désemparée. Elle ne connaissait pas le numéro d'urgence du pays et n'avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. C'est alors qu'elle décide de s'accoucher elle-même en regardant des tutoriels sur YouTube. Elle grimpe dans la baignoire, se munit de 2 serviettes, dont l'une dans laquelle mordre quand viennent les contractions. Le travail est alors très avancé. Par chance, c'est arrivé assez rapidement. J'ai juste eu à pousser 5 ou 6 fois avant qu'un bébé ne sorte, témoigne-t-elle. Une autre partie délicate commence. Couper le cordon, faute de pince, elle stérilise les lacets de chaussures en les mettant dans une bouilloire électrique. Après avoir nettoyé la salle de bain, digne d'un film d'horreur, elle porte le bébé à son sein et s'endort. L'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Tia est bien décidée à quitter la Turquie, qui n'est pour cette habitante de Nashville qu'une escale vers l'Allemagne. Elle se rend à l'aéroport. La jeune femme est emmenée avec son bébé au consulat américain à Istanbul, où elle obtient un certificat de naissance et un passeport pour son fils. Elle est ensuite transférée dans un hôpital qui s'assure que tout va bien, pour finalement rester 2 semaines supplémentaires à Istanbul, payée par Turkish Airlines. Sur place, la jeune maman est rapidement assaillie par les médias et les gens qui veulent se prendre une photo avec elle. Fin de cette revue, bonne fête de travail à tous et à la prochaine. Merci à vous, Roland Chilimin, pour la présentation de l'Actu Web. Après l'Actu Web, on va jeter un second coup d'œil sur le tableau des prévisions météo. C'est la météo.
Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et ce sera tout pour ce grand rendez-vous spécial fête du travail. On va se retrouver déjà demain à 19h00 pour un autre grand rendez-vous avec un très grand plaisir de l'équipe. Bonne soirée.